Donc je vais vous dire quelques mots de la configuration spécifique un petit peu du Québec en termes de philanthropie pour que vous ayez quelques repères. Vous verrez qu'il y a beaucoup de dialogue à faire avec ce qu'on a évoqué ce matin. Et ensuite, dans un second temps, je vous parlerai des dilemmes actuels dans le champ philanthropique au Québec. Voilà, des dilemmes vraiment qui sont tout frais, des clivages qui commencent à émerger. Donc, la première manière de voir le Québec, si vous parlez philanthropie au Québec, c'est le rapprochement avec la France, qui est très souvent fait, y compris par les acteurs philanthropiques au Québec, sur le côté les mauvais élèves de la philanthropie. C'est-à-dire que le Québec, par rapport au reste du Canada et par rapport aux États-Unis, a un don moyen extrêmement faible, qui est presque 2 fois plus faible par donateur au Québec que dans le reste du Canada, encore plus faible par rapport aux États-Unis. Un nombre de fondations qui est plus faible, un développement plus tardif. Donc ça, c'est le premier élément de rapprochement. Le second, c'est beaucoup des facteurs explicatifs qui sont mis en avant, y compris par les acteurs du secteur pour expliquer ce côté mauvais élève de la philanthropie. Et donc la force de l'État social, avec derrière une espèce de théorie un petit peu de vase communicant, c'est-à-dire plus d'État social égale moins de philanthropie, ce qu'on disait ce matin, dont on a vu toutes les limites ce matin, mais qui est vraiment une rhétorique qui est sans arrêt mobilisée. Donc à la fois la rhétorique du retard à combler, du retard québécois sur le reste du Canada et encore plus des États-Unis, et voilà l'explication par les vases communicants État-philanthropie, État social beaucoup plus fort au Québec que dans le reste du Canada, par exemple avec un niveau de dépenses publiques en pourcentage du PIB consacré aux politiques sociales beaucoup plus important au Québec que dans le reste du Canada. Deuxième élément explicatif mis en avant, et dans le parallélisme avec la France, ce serait l'héritage de l'Église catholique qui aurait créé une espèce de monopole de la charité et dévitaliser la société civile par rapport aux protestants qui, eux, auraient cette espèce d'éthos de la responsabilité. Enfin bon, toutes ces explications très routinisées que l'on connaît et qu'on a entendues beaucoup, peut-être trop, dont on a vu en tout cas ce matin qu'elle n'épouse pas et qu'elle n'explique pas l'entièreté de ce qu'on observe. En tout cas, voilà, ce parallélisme avec la France qui est frappant dans le discours des acteurs, dans quelques éléments structurels, et aussi donc derrière cette rhétorique du retard à combler du Québec par rapport au reste du Canada, des incitations fiscales. C'est les mêmes leviers qui sont utilisés par le gouvernement de mise en œuvre d'incitations fiscales pour valoriser le don par le système de crédit d'impôt et aussi de faciliter la création de fondations, de supports institutionnels facilités, d'incitations diverses. Je reviendrai aussi là-dessus à la fin de la présentation, sur ce qui s'est fait dernièrement. Deuxième manière de voir le Québec, au contraire, quand on va voir du côté historique, c'est l'influence américaine très forte. Et effectivement, on a l'action de ce qu'on appelle donc les barons voleurs américains, donc ces très riches capitaines d'industrie qui vont en quelques décennies accumuler une fortune colossale, qui vont devenir les hommes les plus riches du monde, dans une période de révolution industrielle, de creusement des inégalités, de paupérisme très, très fort. Et donc c'est Carnegie, c'est Rockefeller qui vont créer les grandes fondations aux États-Unis, vont y compris avoir une action au Canada. Et donc les fondations américaines vont avoir une action structurante au Canada, par exemple, notamment des années 1920 aux années 1950, c'est très fort. Par exemple, ils vont financer le développement des universités, et avec des entrelacements là aussi entre action des fondations et action publique. Par exemple, la fondation Rockefeller va financer la formation des infirmières du réseau tout le temps public qui commence à se mettre en œuvre, et il les emmène aux États-Unis se former dans leur centre. Donc voilà, un entrelacement très, très, très précoce. La fondation Carnegie, par exemple, sur l'éducation, c'est bien connu, hein, le réseau de bibliothèques que va créer Carnegie un peu partout aux États-Unis. On va retrouver la même chose au Canada, donc 125 bibliothèques créées. Mais également, ils vont créer des institutions vraiment qui vont être structurantes pour l'action publique. Par exemple, le Conseil des arts, qui vraiment est l'architecte public des politiques culturelles au Canada, va être créé en 1957 grâce à des dons de la fondation Carnegie. Ou le Conseil canadien de recherche en sciences sociales, qui est l'équivalent du CNRS, va être créé grâce au financement, non seulement les financements, mais l'impulsion, l'organisation des fondations Carnegie, Rockefeller, Ford, dans les années 40.
Donc voilà, une action très importante des fondations américaines. Un petit mot là-dessus, je n'avais pas prévu d'en parler, mais j'en ai parlé ce midi, c'est pour ça que ça a été trop long le repas. Et c'est un cas quand même intéressant parce que ça recoupe beaucoup des choses dont on parlait ce matin en termes d'entrelacement qui déjouent des oppositions toutes faites entre fondations privées, actions publiques, sécurité sociale, charité. Bon. Dans les années 30, la fondation Rockefeller, une fondation américaine, va financer la venue de quelqu'un qui s'appelle Leonard March, qui est un chercheur en économie à la LSI, donc la London School of Economics, qui est très financée par la fondation Rockefeller. Et cet économiste qui travaille sous l'égide de quelqu'un qui s'appelle William Beveridge, qui va mettre en place la sécurité sociale plus tard en Angleterre, enfin y contribuer. Ils font venir un économiste pour mettre en place les premières grandes études sur le chômage dans les années 30 à Montréal. Et les travaux et structurer vraiment les sciences sociales au Canada, à partir de Montréal, un des pôles de développement. Et dans ces grandes enquêtes, en fait, sa grande enquête, ça va être la première grande enquête qui va mettre en œuvre de manière empirique, mettre en lumière de manière empirique les ressorts structurels de la pauvreté en termes de marché de l'emploi et complètement invalider toutes les perspectives moralisantes sur la pauvreté comme paresse ou comme incapacité individuelle. Bon. Alors ça ne va pas du tout plaire à l'université qui l'héberge, qui est l'université McGill, une université très, très élitiste, et donc on va rapidement le mettre de côté, parce qu'il est vu comme un socialiste, c'est ce qu'il est en partie. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la Fondation Rockefeller qui invite ce type à développer des études sur les causes structurelles de la pauvreté, et plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, il va travailler pour le gouvernement canadien au niveau fédéral, et il va faire le rapport March, qui va vraiment être l'équivalent du rapport Beveridge, qui va structurer la sécurité sociale au Canada. C'est un type financé par Rockefeller. Donc vous comprenez bien qu'il faut regarder à deux fois avant de jouer les oppositions toutes faites. Donc, parallélisme avec la France, influence américaine, mais aussi, bon, ça c'est l'histoire du rapprochement avec l'histoire américaine. Par exemple, un grand philanthrope au Canada, c'est James McConnell. Donc ça c'est une biographie qui a été écrite avec le sous-titre explicite « Financier, philanthrope, patriote ». Donc vraiment, dans le type d'acteurs multipositionnés, il les collectionne. Donc homme d'affaires qui siège dans tous les CA, toutes les entreprises importantes, protestants fervents, méthodistes qui structurent aussi l'église méthodiste au Canada, construit des églises, propriétaire du journal influent à Montréal, gouverneur de l'université McGill dont je vous ai parlé auparavant, des hôpitaux importants. Bref, quelqu'un qui est si important et bien placé qu'il n'a pas besoin de politique pour avoir du pouvoir. Et qui va beaucoup financer le soutien au réseau des YMCA, par exemple, créer la première grande fondation privée dans l'histoire du Canada, qui est la fondation McConnell, qu'il crée en 1937, et tout à fait en lien avec ce que disait Nicolas Delalande ce matin, le lien entre philanthropie et action publique en temps de guerre. Il va mener, avec des outils philanthropiques, les campagnes de levée de fonds pour les emprunts de guerre. Et il va beaucoup donner, c'est un patriote fervent, et il va même, en partie avec sa propre fortune, avec les financements de la fondation et de manière des fois anonyme, c'est compliqué de s'y retrouver, mais il va aussi financer même la formation des pilotes pendant la Seconde Guerre mondiale et la construction des avions de combat. Donc la philanthropie en temps de guerre, où là effectivement on voit bien une application assez forte. Et donc quelqu'un très proche des élites politiques de son époque. Fervent anticommuniste aussi, j'en dirai deux mots tout à l'heure. Mais donc, influence française, rapport avec la France, influence américaine, mais aussi spécificité de la trajectoire historique québécoise. Donc là, je vous la fais vraiment rapide, là, ça va être en 1 minute, 60 ans en 1 minute. Spécificité de la trajectoire historique québécoise. Donc je vous dis, au moment de la Seconde Guerre mondiale, vraiment le Canada met en œuvre un système de sécurité sociale publique et prend un tournant qu'on dirait aujourd'hui social-démocrate, avec un État social fort. Et au Québec, au niveau de la province du Québec, au contraire, c'est un chemin tout autre qui est suivi, avec un État minimal, un pouvoir autoritaire très fort, en fait, qui pour le dire vite et mal, ressemble un petit peu à l'État un peu pétainiste, donc avec un pouvoir de l'Église catholique très fort, en gros une main droite, une main de fer au niveau de la justice et de l'autorité, et au niveau de la main gauche vraiment une sous-traitance de toutes les questions sociales à l'Église catholique, et une philanthropie locale de réseaux notabiliaires. Donc vraiment il y a un anticommunisme très fort, donc, où la mise en place de la sécurité sociale au Canada est vue comme un repoussoir absolu.
Années 60 au Québec, c'est la Révolution tranquille. En quelques années, un État social très puissant est mis en œuvre. Vraiment, en une dizaine d'années, il y a une étatisation des fonctions sociales, une perte de pouvoir totale de l'Église catholique. C'est stupéfiant en termes de chronologie quand on étudie ça. Une reconnaissance, une impulsion des mouvements sociaux, du syndicalisme très fort. Troisième temps à prendre en considération, c'est dans les années 80-2000, crise de l'État-providence, de l'État social, comme on a connu en France, et comme pensez bien Reagan de l'autre côté de la frontière, et beaucoup une reconnaissance du secteur communautaire. Quand je dis secteur communautaire, c'est donc au sens nord-américain, on va dire de secteur associatif, avec une très forte sous-traitance au secteur communautaire des politiques sociales, et souvent vraiment de contractualisation. Et un processus de réingénierie de l'État, donc on dirait de réforme de l'État en France, comme on connaît bien. C'est aussi une période, en fait, dans les années 80, où naissent les premières très grosses fortunes francophones. Les grandes fortunes industrielles au Canada étaient anglophones très longtemps, et les premières grandes fortunes dans la finance, dans les médias, pensez par exemple au Cirque du Soleil, c'est les premières fortunes francophones qui naissent, et donc ça va être les premières grandes fondations aussi francophones qui vont naître à ce moment-là, dans les années 90. Auparavant, c'était quasiment que des fondations anglophones. Année 2000, nouvelle configuration avec la signature de PPP, donc de partenariats publics-privés sociaux, de partenariats publics philanthropiques. Ça, je vais en dire quelques mots après, je vais vous expliquer ce que c'est. Et donc une montée en puissance des fondations, notamment francophones. Alors, c'est quelque chose qu'on retrouve plus largement à la montée des fondations dans tout le Canada. Vous donnez un ordre d'idée, en 92, on compte 5400 fondations au Canada qui donnent environ $1 milliard, parce qu'elles donnent. En 2008, donc 16 ans plus tard, on est passé de 5400 à 9300 fondations et elles donnent maintenant $3 milliards pour une capitalisation d'environ $40 milliards. Aujourd'hui, c'est plutôt proche des $50 milliards de dotation. Donc voilà pour le panorama un peu général, et c'est en ayant cet arrière-plan en tête, les strates qui s'y sont sédimentées un petit peu, que vous comprendrez mieux les débats aujourd'hui entre différentes fondations au Québec, notamment autour de deux questions. Bon, alors là, il y a un titre en mauve sur fond mauve, mais ce titre est Clivage et dilemme actuel des fondations au Québec, pour les plus daltoniens d'entre nous. Alors, donc notamment des clivages sur deux questions importantes. Comment se positionner par rapport au capitalisme, notamment par rapport à la question du capital, je le dis de manière aussi crue, et par rapport à l'action publique. Deux types de fondations qui ne sont pas représentatives, ces deux fondations privées capitalisées dont je vous parle, elles ne sont pas représentatives en tant que telles, mais elles sont très structurantes des débats aujourd'hui, des acteurs qui sont à l'avant-plan de la scène philanthropique au Québec. J'avais trop de choses à dire, donc ça dépasse de la diapo. Fondation Lucie André Chagnon, créée en 2000, vraiment typiquement ce que je vous disais, les premières grandes fortunes francophones, petite entreprise familiale de câblage, d'électricité, qui après, au niveau des tuyaux, ça devient les grands tuyaux, ce qu'on met dedans, ça devient un groupe médiatique, un peu un modèle à fond Vivendi, quoi, et qui va revendre son entreprise au début des années 2000. Ils récupèrent donc environ 1,8 milliard, je pense, et ils mettent 1,4 milliard sur la création d'une grande fondation familiale qui devient la plus grande du Canada à cette époque. Et vraiment un modèle de fondation du type, au début, un discours vraiment, nous avons réussi dans le monde des affaires, nous saurons réussir dans le monde communautaire. Nous connaissons les bonnes pratiques, nous avons les bons experts, nous allons réussir. C'est au début très volontariste, dont ils sont largement revenus. Avec un angle sur la lutte contre la pauvreté, qui est la mission première, mais lutte contre la pauvreté se décline ensuite à travers le prisme de l'investissement social, dont parlait Sabine, c'est-à-dire effectivement aller sur les causes premières de la pauvreté. Donc ça se décline pour la Fondation sur des programmes sur la petite enfance, les saines habitudes de vie, saines habitudes alimentaires, donc vraiment d'agir en amont, avec le paradigme de l'investissement social, de prévenir des dépenses futures beaucoup trop grandes en termes de santé, de chômage, en prévenant en amont les problèmes, en intervenant au niveau de la petite enfance. Donc un modèle vraiment de philanthropie d'affaires qui reprend tout le lexique qu'on connaît bien, des bonnes pratiques, de l'effet levier, de l'innovation sociale, voilà. De l'autre côté, une autre fondation dont je souhaite vous parler,
Rien à voir en termes de taille, hein, on est sur de l'ordre de 1 à 100 en termes de taille, hein, vous voyez une dotation de 14 millions, créée au début des années 90. Là on est sur quelque chose qui paraît vraiment de la vieille philanthropie poussiéreuse. Une dame catholique très fervente, vierge consacrée, c'est-à-dire vraiment vivant, faisant de l'accueil aux mourants, une vie spirituelle très, très, très forte, un détachement à la matérialité, qui reçoit, la pauvre, un héritage coquet, donc de 14 millions, et qu'elle n'accepte pas, au fond. Elle dit: cet argent ne m'appartient pas, il appartient aux plus pauvres, c'est un héritage familial, par fortune industrielle, et elle consacre tout, elle donne tout à la fondation en disant un peu, il faut travailler sur 2 axes, poursuivre Vatican II. Pensez à ce que je disais tout à l'heure sur l'histoire du Québec et comment l'Église n'a pas eu de son pouvoir, notamment il y a un courant catholique de gauche au Québec qui était important et qui a perdu vraiment une grande part de sa vigueur. Et au niveau social, elle dit financer des choses que les autres ne financent pas. 3e condition, que mon nom n'apparaisse jamais. Donc fondation complètement anonyme, où personne ne sait qui est cette personne, qui vit toujours à Montréal, qui existe toujours et qui a tout donné. Et ce qui est intéressant, c'est un modèle de philanthropie de changement social, c'est des termes qui renvoient à des ouvrages, je ne développe pas ici, avec l'idée que la décision d'allouer les fonds n'appartienne pas aux donateurs, mais aux donataires, c'est-à-dire à ceux qui reçoivent. Donc cette fondation, ceux qui décident où va l'argent, c'est un comité d'allocation représentatif des milieux financés. Donc c'est un comité sur lequel siègent des gens du monde syndical, du mouvement féministe, du mouvement communautaire, du mouvement, on va dire, catholique de gauche. Donc représentatif de milieux financés, c'est lui qui choisit où va l'argent. Et donc les donateurs n'ont aucun pouvoir, elle n'est même pas reliée en termes de gouvernance à la fondation, cette donatrice. Voilà. Et avec un vocabulaire vraiment là de l'empowerment des populations les plus marginalisées, de changements structurels et systémiques, non pas de saines habitudes de quoi que ce soit, mais de défense et conquête des droits. Donc les mots d'ordre, c'est plutôt complicité avec les milieux soutenus, changement structurel, empowerment. Premier clivage, que faire du capital? La plupart des fondations, là c'est l'éléphant dans la pièce quand on discute avec les fondations, c'est que faire de la dotation. Vous savez qu'une fondation capitalisée, elle reçoit une somme, elle place cette somme et avec donc l'argent lié grâce à ses placements, elle va distribuer le fruit de ces placements dans les investissements, dans des projets financés. Et selon les pays, la proportion qui doit être reversée change. Au Canada, c'est 3%. 3% de votre dotation chaque année doit être dépensée environ. Et donc les chercheurs, on s'exprime beaucoup sur que deviennent ces 3%, et ce que deviennent ce 87% et où est-ce qu'il est placé, souvent on le regarde assez peu. Et il y a effectivement des fondations qui ont une séparation très stricte entre la gestion du fonds de dotation, où il faut que ça rapporte le plus possible, et la politique d'attribution des dons. Et il peut y avoir des fois un grand écart entre les deux, grand écart qui peut être vraiment structurel, comme la fondation par exemple Gates, c'est vraiment séparé totalement, et ils ont été attaqués à plusieurs moments sur les contradictions entre l'endroit où ils placent les fonds de la dotation et les buts de la fondation. Je vous ai mis une petite image, c'est le Guardian qui a lancé donc une pétition justement pour encourager la fondation Gates à se désinvestir de tous ses investissements, le placement de sa dotation sur les énergies fossiles polluantes, un grand mouvement de désinvestissement. La fondation Lucien André Chagnon est vraiment sur ce modèle de séparation stricte, donc avec, on va dire, pour dire avec un peu de mauvaise foi, la pudeur minimale, c'est-à-dire pas dans les armes, pas dans l'alcool, le reste. Voilà. Fondation Beati, au contraire, la manière dont on place la dotation est un outil très important. Voilà. Donc, promeut beaucoup les pratiques d'investissement socialement responsable, d'activisme actionnarial, donc de prendre des actions d'entreprise pour pouvoir prendre la parole lors des assemblées d'actionnaires et faire valoir des points de vue, amener des sons de cloches dissonants. Voilà. C'est un débat aux États-Unis qui est vraiment très important aujourd'hui. Alors du côté, je suis délatéralisé, de ce côté-là, vous avez vraiment le côté, l'inventivité des placements financiers est une solution en soi, et bon, la finance est une solution en soi, il faut être plus inventif et plus rigoureux, donc avec des ouvrages vraiment qui proposent aujourd'hui de considérer non seulement
les fondations, mais les fonds de placement, les fonds de pension, tout ça c'est des acteurs philanthropiques potentiels, c'est des placements d'argent, et ils invitent aussi à sortir d'une vision seulement en termes de subventions ou de dons, mais de réfléchir aussi aux actions philanthropiques en termes de prêts, d'investissements, d'obligations à impact social, donc à une diversification, un redéploiement des outils financiers. Et puis il y a une autre partie du champ philanthropique aux États-Unis, au contraire, qui est beaucoup sur le placement financier, c'est le problème en soi. Et là, je vous ai mis des ouvrages de réseau, une partie du réseau philanthropique. Alors là, en termes d'héritage, c'est beaucoup des enfants, je vous le dis de manière un peu caricaturale, mais assez vraie, des enfants du 1% le plus fortuné, proches des milieux très militants, et qui dit, grâce à cet argent, cette fortune familiale que je récupère, justement, je vais lutter contre les causes de mes propres privilèges, et qui parle de suicide de classe explicitement. Voilà. Ben, c'est parfait, 2 minutes. C'est pas vrai, mais on va faire avec. Donc, vraiment, qui théorise à la fois le fait de reconnaître ses propres privilèges, qu'on est comme des espèces de manuels, vous voyez, un peu de coming out d'enfants de riches, et de réfléchir à ses propres privilèges dans l'Amérique d'aujourd'hui. Et c'est des réseaux qui ont beaucoup manifesté au moment du Occupy Wall Street, par exemple, avec des panneaux « Nous sommes le 1%, nous sommes les enfants du 1%, et nous voulons la justice fiscale ». Donc, qui réhabilite la fiscalité comme outil premier de justice sociale. Et par exemple, qui ont des manuels de type mettre en œuvre des fondations familiales, donc se réapproprier cette richesse familiale, parce que dans les très grandes familles, il y a une armée de conseillers financiers, d'avocats, et donc c'est comprendre tous les rouages de cette transmission de capital pour en faire autre chose, et pour vraiment amener un changement social dans le déséquilibre des pouvoirs, des privilèges, en termes de classe, en termes de race. C'est vraiment cette perspective-là. Donc vous voyez deux manières très différentes de voir le rapport au capital. Quelle relation avec l'État? Ce qui est intéressant, c'est que ma fondation, qui était la fondation, pour le dire comme ça, un peu philanthropie d'affaires, c'est celle qui a noué les partenariats les plus étroits avec l'État à travers des partenariats publics philanthropiques. Je mets 200 millions en tant que fondation sur les saines habitudes de vie, et l'État va mettre les autres 200 millions. On crée une agence indépendante en cogestion fondation-État qui va mettre en œuvre vraiment des politiques publiques philanthropiques. Par exemple, Québec en forme, donc c'est sur les saines habitudes alimentaires, saines habitudes tout court, avenir d'enfants, petite enfance, et réussir sur la réussite scolaire. Et on est sur des montants très importants, on est sur des engagements sur 5 ans, sur 10 ans, 500 millions pour un programme, 400 millions pour l'autre. Et c'est des partenariats qui vont susciter des mobilisations très importantes du milieu communautaire au Québec, sous l'angle, là on a une privatisation des politiques sociales, au nom de quoi une fondation pourrait tout d'un coup décider, mettre en œuvre des politiques publiques, d'autant qu'en un moment de coupe des politiques sociales et de définancement du secteur communautaire. Donc pourquoi l'argent public doit aller avec cette fondation au lieu de financer le secteur communautaire? Donc des critiques très vives qui ont été adressées. Et ma fondation Beati, qui est donc celle plutôt proche des mouvements sociaux, elle, vraiment a un discours de « nous sommes une fondation en faveur d'un État qui joue son rôle de leader, de régulateur, de législateur, de redistributeur de la richesse », met en avant le fait là aussi que c'est l'outil fiscal qui est l'outil premier de la justice sociale, dans un appui très fort aux mouvements sociaux, même très revendicatifs, et certains de ces mouvements sociaux ont réussi à faire passer une loi contre la pauvreté, qui a été très structurante au Québec. Donc une autre manière de faire de l'action publique. Pour terminer dans les 15 dernières secondes, ce qui est intéressant, c'est que ces deux pôles en fait, du débat se sont réunis il y a 2 semaines, donc 3 semaines, le 11 mars, pour un texte collectif regroupant plusieurs fondations, Chagnon, Beati, McConnell, que vous avez découvert tout à l'heure, qui existe toujours cette fondation, pour faire un texte collectif contre l'austérité, contre les politiques d'austérité, de rigueur budgétaire de l'État, et des impacts en termes d'inégalité de ces politiques d'austérité budgétaire. Et disant, nous les fondations, nous allons créer un outil de mesure des impacts en termes d'inégalité sociale des choix budgétaires, en termes de telle ou telle mesure, voilà ce que ça va provoquer en termes d'inégalité sociale. Donc on a là, au fond, une mobilisation inédite. C'est la première fois que des fondations au Québec prennent la parole ensemble, et aussi qui brouillent les cartes. Il y a ces clivages, mais il y a aussi tout d'un coup une plateforme commune qui est mise en avant par les fondations.
Je vous remercie.